Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Bienvenue à l'émission Majuscule Propos. Majuscule Propos, aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec des jeunes africains. Ce sont des jeunes qui nous viennent du Sénégal, qui sont à la découverte du Rwanda. Ils sont là pour un certain nombre de jours. Ils ont parcouru les coins et recoins du Rwanda. C'est une jeunesse qui veut connaître le continent africain. C'est une jeunesse, bien sûr, qui appartient aux 65% de la jeunesse qui constitue donc la population africaine. C'est une Afrique qui veut donner sa place à la jeunesse, mais cette jeunesse veut également connaître le continent, les challenges, les défis, mais également les opportunités et les réalisations du continent africain. Voilà pourquoi nous avons tout le plaisir d'être avec trois jeunes Sénégalais qui sont avec nous. Tout d'abord, nous sommes avec Fatoumata Bintou, Cécile, mais qui veut bien qu'on l'appelle Cécile. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et surtout, bienvenue au Rwanda. Merci. Nous sommes également avec Amadou Ouad. Il est également jeune Sénégalais qui est donc le seul du sexe masculin qui fait partie de la délégation. Bonsoir, ça va? Bonsoir, merci. Voilà. C'est un honneur d'être aux côtés de... Oui, c'est de ladies, comme on dit. C'est un très grand plaisir d'être entouré par mes deux très belles dames, deux grandes dames, Cécile et Khadi. Voilà, merci. Justement, en parlant de Khadi, elle est notre troisième invitée. Il s'agit donc de Gay Radiata, mais qu'on appelle Khadi, c'est ça? C'est ça, Khadi Gay. Et pas gay, puisque chez nous, on a les gays et les gays. Moi, c'est gay, avec un A. C'est gay. Voilà, ce sont donc... les trois qui sont avec nous. Tout d'abord, on doit remercier des gens qui ont donc concouru à ce que vous puissiez vous retrouver aujourd'hui au Rwanda. On va commencer par l'ambassade du Rwanda au Sénégal. Déjà, peut-être pour commencer avec vous, Khadi, expliquez-nous un tout petit peu dans quelles circonstances vous vous retrouvez au Rwanda aujourd'hui. Ah ça alors c'est la surprise de ma vie, puisque c'était lors du 10e anniversaire, de la célébration du 10e anniversaire de l'ambassade du Rwanda au Sénégal. Il y avait un jeu concours, donc on pouvait gagner des prix, et le voyage au Rwanda en faisait partie pour les 3 premiers. Moi je n'étais pas forcément au courant. Et c'est une amie à moi qui l'a posté sur un groupe dont je fais partie. Et comme j'ai toujours rêvé de venir visiter le Rwanda, c'était l'occasion pour moi justement de tenter ma chance. Et Dieu merci, ben voilà, j'ai atterri au Rwanda et je ne regrette pas d'avoir cliqué sur ce lien. Voilà. J'imagine que c'est la même chose que vous, Fatoumata. Est-ce que c'est également une amie d'une amie et d'une amie? Voilà, en fait, c'est une amie en commun entre Khadi et ma sœur, parce que ma sœur est entrepreneur tout comme Khadi. Donc, elles font partie d'un groupe d'entrepreneurs. Et c'est ma sœur qui m'a envoyé ce lien pour me dire « Ah, ça, c'est l'occasion à ne pas rater ». Parce que ça nous permettra d'avoir de belles vacances au Rwanda. Voilà. Nous aimons voyager ensemble, ma sœur et moi. Et nous aimons découvrir de nouvelles choses. Donc, et nous avons tenté l'expérience. Donc, on a eu à participer à ce jeu. Malheureusement, elle n'a pas pu sortir parmi les 3 premiers. Voilà, comme on dit, les premiers seront les derniers, j'espère. C'est par elle que vous avez eu l'info et vous voici au Rwanda. J'espère que, en tout cas, tu vas remercier au passage. Je la remercie et surtout, il faut réserver un présent, en tout cas, qui puisse la calmer. Et on espère l'accueillir au Rwanda aussi très prochainement. Et vous, Monsieur Ouad? Oui, bon, je peux dire que j'aimerais avant tout remercier une personne, qui est Guillaume, qui est à l'ambassade du Rwanda au Sénégal, parce que c'est à travers lui que j'ai découvert ce concours. On était ensemble à un forum au King Fahd Palace et il avait pris la parole pour parler du concours. Donc nous, on a l'habitude de faire des concours, mais quand on parle de voyage, quand on parle de séjour, bon, peut-être les jeunes peuvent ne pas y croire. Donc il y avait quelques doutes, mais je me suis dit que je vais tenter le concours. Et quand je me suis engagé à
à le faire. Donc, je me suis renseigné par rapport à certains quiz sur Google qu'on pouvait trouver déjà. Donc, après, j'étais parmi les 3 premiers. Donc, j'étais le 2e. Et ça m'a fait énormément plaisir parce que je n'y croyais même pas. Et c'est pour cela que j'ai tardé même à aller prendre mon prix. Et donc aujourd'hui, nous sommes là et je pense que c'est tout un plaisir. Je remercie aussi Anita, vraiment qui a fait beaucoup d'efforts et qui a dépensé beaucoup d'énergie pour qu'on puisse être là. Elle a organisé, elle a coordonné. Mais remercie aussi l'ambassadeur Jean-Pierre qui vraiment a été très chaleureux de nous accueillir. Voilà, je comprends bien tout ce monde qui a donc conjugué des efforts pour que ceci puisse se matérialiser. Mais le plus important pour vous, peut-être à part les remerciements des gens qui ont donc joué le rôle, le plus important c'était d'être au Rwanda, c'était de découvrir le Rwanda. Et c'est vrai, le Rwanda, il se voit en plusieurs dimensions, comme tout autre pays. J'imagine que l'intérêt n'était pas forcément le même pour vous 3. Tout d'abord, Khady, qu'est-ce qui a la flamme qui brûlait pour le Rwanda et qu'est-ce qui l'a teasé? Je dirais que le Rwanda a été un pays qui m'a toujours attiré, du fait que c'est un pays qui a quand même survécu au génocide et qui est devenu maintenant un exemple dans toute l'Afrique. Et pour moi, c'est un exemple qui est autant économique, aussi écologique et touristique. Le Rwanda a beaucoup de facettes et à travers des documentaires, aussi, je me suis dit, écoute, c'est vraiment un exemple à suivre et pourquoi pas aller voir si ce qui se dit y est vraiment. Du côté économique, je me dis c'est un pays qui est aujourd'hui un exemple en Afrique. Si ça peut se faire en Afrique, pourquoi pas au Sénégal? Déjà, le Rwanda est un pays qui est enclavé et nous, on est un pays quand même qui est en bordure de mer. Alors, le Rwanda a pu quand même relever le défi et je me dis pourquoi pas nous? Et allons voir comment ça s'est fait au Rwanda pour peut-être reproduire la même chose ici. Voilà. C'est aussi peut-être, vous avez cité l'histoire du Rwanda, l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis, mais je ne sais pas, il y a aussi le côté peut-être, lorsqu'on lit votre profil, il y a le côté entrepreneuriat, c'est aussi le Rwanda qui donne la place à la jeunesse, où la jeunesse est vraiment à des opportunités. Est-ce que c'était aussi quelque part quelque chose qui vous... Ah oui, absolument, puisque moi je suis dans l'agro-business. Alors quand je vois tout le potentiel du Rwanda, déjà le Rwanda qui se nourrit, c'est un pays qui est vert, je vois que l'agriculture est très développée. J'ai eu à voir justement, je dirais, des plantations. Vous avez une diversité même dans vos fruits, dans vos légumes. Et j'ai vu aussi les vaches. Je veux dire la qualité aussi de tout, hein, de vos produits. Et c'est beaucoup à apprendre, parce que moi aussi, je suis dans l'agriculture. Et j'ai toujours pensé, mais pourquoi pas un échange même de semences, hein. Moi, je disais à votre ambassadeur, qui est au Sénégal, je dis, moi, je crois aussi à l'Union africaine des semences. C'est-à-dire ce qui pousse bien au Rwanda, les gens mangent bien, pourquoi pas au Sénégal? Quelque part, je pense que la science agricole est une science exacte. Donc, ce serait bien aussi de faire l'échange, pas seulement au niveau des personnes, mais aussi même des semences. Je vois aussi cette diversité dans la nature. Le climat, vous avez beaucoup d'eau. Donc, bien entendu, c'est vert et j'imagine que tout peut y pousser. Donc, ça peut permettre à l'Afrique de bien manger, pas seulement au Rwanda, mais nous aussi, c'est-à-dire de diversifier notre alimentation. Voilà. Et pour vous, Bintou, c'est pas forcément la même chose qui vous a animé. Quel est l'angle qui vous attirait le plus, vous, pour ce qui est du Rwanda?
Déjà, je dirais sa position géographique, car j'ai eu à visiter quelques pays en Afrique de l'Ouest, mais pas forcément du côté de l'Est. Donc, je poursuis ce désir-là de vouloir découvrir l'Afrique dans son intégralité et dans sa diversité. Et comme vous pouvez le voir, le Rwanda, avec ses 1000 collines, a un paysage totalement différent. Vasco de Gama Non, pas forcément, mais j'aime découvrir de nouvelles choses. Je suis très curieuse par nature. Déjà, au niveau du paysage du Rwanda, nous voyons qu'il y a une nette différence avec ce que l'on voit en Afrique de l'Ouest. Et c'était vraiment une occasion à ne pas manquer. C'est-à-dire qu'il fallait tout simplement se prêter au jeu et tenter l'expérience pour pouvoir découvrir tout ce qu'on a vu, ces beaux paysages, la nature verdoyante, les beaux sourires, les beaux regards et voilà, la nature tout simplement. Et à travers ce voyage, j'ai vu que quelques passions commençaient à se développer en moi, notamment la passion pour la nature, parce que nous avons été en contact direct avec la nature, et ce qui vraiment n'a pas été le cas les années précédentes. Voilà. Voilà. Et justement, peut-être pour terminer avec cette partie-là de l'intérêt que vous aviez pour le Rwanda, et vous, M. Wad, il y a souvent les hommes, on dit que vous dites, souvent c'est la politique qui intéresse. Ouais, bon, pas forcément, mais comme tu l'as si bien dit aussi, je pense que l'engagement citoyen m'a beaucoup attiré de la part des Rwandais. Parce que même nous, aujourd'hui au Sénégal, on dirige une association de jeunes, l'Alliance des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal. Et on copie beaucoup d'activités de la part des Rwandais, c'est-à-dire les journées de sensibilisation, les journées de nettoyage. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda fait partie des pays les plus propres en Afrique. Et je pense que ça, c'est une marque de citoyenneté. C'est un vrai engagement citoyen de la part des Rwandais. Et aujourd'hui, on a eu la preuve parce que partout dans le pays, on ne voit pas de sachets, on ne voit pas de plastique. Et je pense que ça, c'est très intéressant et c'est un exemple à copier. Mais aussi, un autre exemple, c'est le président, son Excellence Paul Kagame. Je pense que c'est un exemple en Afrique aussi. Et je me suis toujours dit qu'après le génocide en 1994, comment les Rwandais ont pu se relever. Et je pense qu'on a pu découvrir l'histoire quand on était au musée donc, du génocide. Et on a eu beaucoup d'expérience de la part des Rwandais, de la part de... Alors, j'aimerais qu'on puisse parler de votre arrivée au Rwanda. C'est vrai, vous êtes arrivé dans la soirée et puis il fallait peut-être filer vite à l'hôtel. Et le lendemain, est-ce que votre toute première activité, c'était laquelle? C'était la visite du musée, je pense... Génocide. Oui, c'était le musée de la campagne contre le génocide. La campagne contre le génocide. Qu'est-ce que vous avez découvert? Moi, j'étais très émotive. Hein. Ça m'a fait pleurer quand même, j'avoue. Les images. Et d'ailleurs, je félicite en passant le guide parce qu'il a pu nous faire vraiment rentrer dans l'émotion. C'est comme si on en faisait partie. Et ce que j'ai appris, par contre, et que je n'ai jamais su, et qui m'étonne à ce jour, c'est qu'il nous a appris qu'en fait, c'était le même peuple, en fait. C'était une classe sociale différente. Et nous, on a toujours compris, on avait pensé que c'était deux ethnies différentes. Alors, j'apprends, après toutes ces années, qu'en fait, que c'est le même peuple, mais en fait, qui était différencié par leur classe sociale. Et c'était très, très, très émouvant, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de violence. Et de voir qu'un voisin pouvait juste tuer l'autre voisin, pour moi, ça avait même l'air irréel. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a vu, nous, le génocide, c'était des lectures et des films, mais voir ces réalités-là, parce qu'il y avait les photos à l'appui, il y avait aussi beaucoup de documentation, il y avait les outils, et plus on s'approchait de ça, et on a même vu les traces de tirs sur les murs.
Et là, c'était vraiment la chose qui m'a fait... voilà, on se rend compte, oui, on se rend compte de la réalité des choses et que ça peut basculer du jour au lendemain. Que l'être humain a ce côté sombre-là et qu'il faut vraiment pouvoir maîtriser. Et j'espère que c'est une expérience qui ne va plus jamais se reproduire. Je ne le souhaite à personne. Et puis par la suite, vous êtes allé au site mémorial de Dissauzy, justement là où maintenant vous avez peut-être palpé du doigt. C'est un site où reposent plus de 250 000 victimes de génocide. Est-ce que il y a déjà ce que vous connaissiez sur le Rwanda? Oui. C'était un moment... Un moment rempli d'émotions, un moment très fort et poignant également. Nous n'avons pas pu retenir nos larmes face à toutes ces photographies et les éléments, c'est-à-dire les objets personnels de ces victimes qui ont été collectés et puis mis au niveau de ce musée. Nous avons également pu... Au site mémorial. Voilà, au site mémorial, oui, tout à fait. Nous avons également pu avoir toute l'histoire du génocide, découvrir cette histoire, la redécouvrir de façon très réelle. Et au niveau de... Pendant ce moment-là, bon, j'ai eu à ressentir des émotions. Je suis passée entre deux émotions. J'ai eu deux émotions. La première, c'était une tristesse qui était tout à fait justifiée, mais après, quand même, beaucoup plus d'espoir parce que lorsqu'on voit les réalisations qu'il y a eu après, on se dit que l'espoir est permis. Comment on peut passer en si peu de temps, voilà, d'un moment assez sombre à la lumière. C'était comme si c'était un tunnel vers la lumière. Voilà, nous avons également pu déposer quelques gerbes. De fleurs. Voilà, de fleurs. Moment très poignant également. Et oui, nous avons beaucoup appris et cela était tout simplement unique. Voilà. Vous êtes des jeunes, vous suivez l'actualité, vous lisez. Est-ce que vous avez appris à l'école, dans les institutions universitaires? Pour vous, Monsieur Wade, est-ce que comment est-ce que tu as perçu la réalité en découvrant ce qui s'est passé au Rwanda en 1994 et même quelques années avant, il y a la période de 59, 73, jusqu'à 1994. Est-ce que vous vous dites que c'est une histoire qui appartient au Rwanda ou c'était aussi un moment de dire que le monde devrait apprendre de ce que le Rwanda a traversé? Effectivement, je peux dire que c'est une leçon pour le monde et l'Afrique parce que nous devons avoir une bonne cohésion sociale. Et pour cela, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on s'apprécie. Et j'ai été aussi touché par la capacité de leadership du général Paul Kagame quand il a su dire stop à ce génocide et commencer à organiser les peuples. Et je pense que Khadi m'a marché sur la langue. Je voulais parler aussi des violences qu'il y avait par rapport aux classes sociales. Parce qu'aujourd'hui, nous devons tous nous intéresser par rapport à nos personnes et pas par rapport à nos ethnies. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique devrait changer de visage. Parce qu'on dit que le développement passe par le changement des comportements et des mentalités. Et donc, nous devons avoir une mentalité positive, c'est-à-dire que s'aimer l'un vers l'autre et non tenir des discriminations entre les ethnies ou bien entre les couleurs de peau, parce que ça peut amener des frustrations et c'est ce qui amène souvent des violences. Donc, c'est une très grande leçon pour nous et ça doit changer l'image de l'Afrique, comme ça a changé l'image du Rwanda après ce génocide. Le génocide, ce n'est pas quelque chose qui arrive subitement. Il y a toute une histoire. Je pense que vous avez eu le temps de lire. Est-ce que vous vous dites que y a-t-il une certaine comparaison parce que la haine ethnique a été aussi nourrie, si vous avez bien lu, par le passé colonial. Est-ce que vous dites également que
certains pays, non pas le Rwanda, mais d'autres pays en Afrique aussi, les tragédies qu'ils ont traversées ou qu'ils traversent même à présent. Est-ce que cette période coloniale, vous pensez qu'elle nous hante, elle nous poursuit jusqu'à aujourd'hui? Oui, tout à fait. Même au-delà de... Bon, je pense que l'extrême, c'était le génocide. Mais moi, je prendrais même l'exemple de nos identités jusqu'à notre culture, de notre façon de s'habiller, de nous exprimer, de nous tenir, etc. Je pense qu'à un certain moment, il faut savoir se détacher justement de cet esprit colonial et de nous prendre en main, c'est-à-dire de nous prendre en main, que ce soit culturel, que ce soit religieux, etc. C'est-à-dire que l'Afrique, qu'on se tourne vers nous-mêmes. Il est temps d'avoir une coupure et que les gens ne nous identifient pas, qu'on sache qui on est et d'où on vient. C'est-à-dire c'est de revivre, de nous rattacher à notre passé. Ce moment colonial, c'est pas toute notre vie, c'est pas toute notre destinée. Ça nous a peut-être servi, mais maintenant, je pense qu'on a les outils quand même qu'il faut pour se détacher et de pouvoir avancer. Je pense qu'il y a eu d'autres formes de génocide qui se sont faits. Le pire, c'est le génocide qui est identitaire. Quand on ne se reconnaît plus, je pense que ça, c'est le génocide qui est encore beaucoup plus profond. Parce que je me dis, on peut se pardonner entre nous si on se fait du mal, mais si on se perd, si on perd son identité, là, c'est très compliqué. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, autant d'années après, l'identité dont Khady parle, est-ce qu'on a cette identité, on est fiers de ce que nous sommes? Oui, ça a été un parcours difficile à mon avis. C'était un long chemin, mais on y arrive enfin. Lorsqu'on prend l'exemple de plusieurs pays, notamment le Rwanda, on se rend compte qu'il y a eu un réveil quelque part qui est en train de se faire en Afrique, dans la plupart des pays, et que nous sommes en train, comme elle l'a dit, de nous redécouvrir, de voir nos réalisations, de croire en nous-mêmes et de nous rendre compte que nous avons les capacités de pouvoir tout simplement diriger nos pays et les faire prospérer. Donc le Rwanda est un exemple parmi tant d'autres et en ce moment je pense que la jeunesse africaine est consciente, elle est debout et elle est prête à changer les choses. Et ce n'est pas toujours facile. Est-ce que d'une part il y a la jeunesse, est-ce que d'autre part également avons-nous les mains libres pour M. Wade? Bon, ce n'est pas toujours facile pour nous les jeunes et je me dis que si nous, les jeunes, nous représentons 65% de la population africaine, cela veut dire que nous devons avoir plus de responsabilités. Et c'est ce qu'on est en train de faire au Sénégal et c'est ce qu'on est venu aussi apprendre ici au Rwanda. C'est vrai que nous n'avons pas eu peut-être l'occasion de rencontrer des jeunes ou des associations de jeunes comme nous, mais à travers l'expérience que nous avons vécue avec nos guides, je pense que nous avons un peu l'idée de comment les jeunes se comportent ici au Rwanda. Et je pense qu'en Afrique, il y a des révélations. Parce qu'aujourd'hui, le ministre de la Jeunesse du Rwanda, Mabazi, c'est une jeune comme nous. Elle est jeune, elle n'est pas âgée. Et sa directrice de cabinet que je salue au passage, Madame Nadine, sont toutes des jeunes qui sont très engagées. Et je pense que si le président décide de responsabiliser les jeunes, c'est parce qu'il veut lancer un message à l'Afrique, c'est parce qu'il veut mettre les jeunes au devant de la scène. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir de tous les pays, c'est la jeunesse, mais la jeunesse consciente. Donc nous devons nous conscientiser par rapport au développement en Afrique, par rapport au changement, par rapport à ce qui nous attend dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont été déjà vécues, mais je pense que c'est de notre devoir de les changer, c'est notre devoir d'améliorer les choses et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire aussi au Sénégal et nous espérons réussir cette mission de gouverner avec les jeunes, de prospérer avec les jeunes, mais de changer le visage de l'Afrique pour qu'il soit plus positif, pour qu'il soit plus prospère dans l'avenir, Inch'Allah. Voilà, j'aimerais peut-être qu'on puisse quitter la page des blessures qu'a connu le Rwanda. Après ce moment, vous avez pris la direction de l'Est du Rwanda et vous êtes allé
visité le parc à Kadira. Je ne sais pas l'expérience que vous aviez avec déjà les parcs. Tout en y allant, chacun de vous avait une préférence par rapport aux animaux. Dites-moi, je vais au parc, mais j'y vais pour ça. D'abord. Moi, j'aurais aimé voir les lions, parce que c'est l'emblème de notre pays en plus, le Sénégal, c'est le lion. Et malheureusement, on n'en a pas vu, mais j'ai vu un éléphant. Qu'est-ce qu'ils sont capricieux. Oui, mais honnêtement, c'était magnifique. On a, franchement, comme je dis, le Rwanda, c'est vraiment un pays avec tellement de diversité, même les animaux. J'ai découvert une nouvelle race comment ça s'appelait qui ressemble au Limpala avec la tache noire qu'on ne connaissait pas. Goté ou Goté, quelque chose comme ça. On a marqué le nom, mais bon. Oui. En fait, on a découvert tous les trésors que l'Afrique avait offert à travers le Rwanda. Donc, moi, je suis allée, c'était pas forcément. Je voulais voir les lions, mais je me suis dit, je vais voir ce que ça a à offrir. Mais j'étais comme émerveillée. C'est ça, en fait. Moi, je dis le Rwanda, c'est pas seulement le pays aux 1000 collines, c'est le pays aux 1000 merveilles. Donc, une lionne voulait voir les lions. Ah oui. les lions. Voilà, exactement. Tu n'as rien raté. Déjà, tu es déjà une lionne, c'est que tu n'as vraiment rien raté. Alors, par rapport à toute cette diversité d'animaux qu'on avait ou qu'on a au parc, lesquels qui t'ont émerveillé? Moi, dans le parc à Kadira? Je dirais sans doute l'éléphant. Ah oui. Voilà, ah oui, majestueux, Ah qui s'est dressé, voilà, comme un roi au milieu des arbres vertes. Voilà, nous étions, et vous pouvez d'ailleurs le voir à travers les images, nos sourires. Voilà, nous ne pouvions pas arrêter de sourire parce que voir quand même ces animaux nous ont fait quelque chose. Moi, cela m'a fait quelque chose parce que c'était la première fois que je voyais un éléphant de si près et c'était une expérience inoubliable. C'est vrai, il y a ce côté-là, parc national. Vous êtes des jeunes entrepreneurs. Est-ce que vous avez compris à quel point c'était important pour le Rwanda d'avoir des parcs nationaux pour son économie? Effectivement, je pense que ça peut favoriser le tourisme local, parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que le tourisme fait partie des points qui boostent l'économie d'un pays. Et avec les parcs nationaux, le Rwanda va bien pouvoir développer son tourisme local. Et je pense que c'est pour cela que beaucoup d'autres gens d'autres pays viennent visiter le Rwanda à travers Visite Rwanda. Mais bon, on a pris cet exemple pour faire ça au Sénégal avec ATS, Africa Tourism Solutions, pour développer aussi le tourisme local, parce qu'au Sénégal aussi il y a des parcs comme Fatala où on peut voir des lions et aussi voir certaines choses comme à Kédougou entre autres. Mais aussi, je n'ai jamais vu un éléphant, honnêtement. Je n'ai jamais vu un éléphant. L'éléphant m'a beaucoup émerveillé, comme l'a si bien dit mon amie Cécile. Qu'est-ce que vous émerveillez le plus chez l'éléphant? Bon, sa taille et l'éléphant était calme. Il était en train de manger, était calme, donc il n'avait pas peur. Il était serein, donc on le voyait de près. Et nous aussi, on n'avait pas peur parce que c'était son comportement. Je pense que ça, c'est une très bonne chose. En tout cas, c'est une très grande expérience. Et arrivé au Sénégal, on pourra dire beaucoup de choses par rapport à ce qu'on a vu ici. Mais tout à l'heure, je n'ai pas pu souligner l'aspect chaleureux de nos guides aussi, que ce soit Mansour, que ce soit Jean-Yves, Philippe, Serge et Emmanuel. Ils nous ont beaucoup aidés par rapport à nos visites et à découvrir d'autres expériences ici au Rwanda. C'est vrai, la facilité aujourd'hui avec le Rwanda, avec sa taille, c'est facile de quitter l'Est pour l'Ouest en une demi-journée ou de partir du nord jusqu'au sud. Vous êtes parti de l'Est vers le sud du Rwanda tout en vous dirigeant vers l'Ouest. Mais vous êtes passé par le musée King's Palace. Voilà, le musée des Nyanza où on étale la culture rwandaise. Il y a déjà le palais royal.
Hadi, c'est vrai, quand on parle de l'Afrique, c'est aussi très important de souligner nos royaumes. C'est aussi le patrimoine de l'Afrique. En découvrant cette partie-là culturelle du Rwanda, En fait, je souris parce qu'ils peuvent en témoigner. Je me suis rendu compte que c'est la même culture que la mienne, qui est la nôtre, parce que moi, je suis Fulani, et donc du Sénégal. Et je vais là-bas, je vois les mêmes ustensiles, je vois aussi, même quand on rentre dans le roi, c'est la même architecture, c'est aussi les mêmes rituels, avec la vache. On voit celui qui chantait, et puis la sonorité était pareille, mais ce n'était pas la même langue. Et c'est vraiment pour vous dire qu'on est tous pareils. Hein. De l'Est à l'Ouest, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire que je retrouve ma culture ici au Rwanda. Donc ça ne m'étonne pas que les gens me disent, qui me posent la question de savoir si je suis rwandaise. Je pense que ça a expliqué... C'est la même culture. C'est exactement. Elle parle de la vache. Est-ce que vous avez... on vous a expliqué le caractère sacré d'une vache au Rwanda? Ah oui. Vous avez compris que ça soit aussi sacré? Oui. Oui, tout à fait. Les vaches sacrées, il y en a au Rwanda et je pense en Inde également. Voilà, c'est une partie de la culture que nous avons eu à découvrir au niveau de cet endroit mythique qui a été conservé tel quel. Et les guides qui étaient sur place ont su nous expliquer pourquoi elles étaient sacrées. Et également, ils nous ont fait savoir que ce n'était pas n'importe qui également qui devait apporter du lait au roi. Ce n'était pas n'importe qui devait préparer la nourriture. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été apprises à travers cette culture rwandaise et nous en étions enrichis tout simplement. Le fait de savoir qu'en Afrique, tout était bien structuré au niveau de la société et tout, avant l'arrivée des colons. Cela nous prouve à quel point... Et c'est parce qu'on nous a appris à l'école? Ah oui. Hein? Oui, tout à fait, c'est ce que on a appris qu'on était des peuples barbares qui avaient besoin d'être civilisés. C'est ça, exactement. Tout à fait, oui. Alors que là, on se rend compte que c'était pas du tout le cas. Et la preuve en est que il y avait des règles au niveau de cette société. Il y avait, voilà, notamment lorsqu'ils ont parlé du fait que le roi pouvait gracier des personnes. Donc il y avait la justice. C'est un système. Voilà, un système judiciaire et voilà très bien paramétré qui était là. Et des palabres. Voilà, les palabres. Voilà, la résolution des conflits. Tout cela, ça fait partie de notre culture et à travers ce voyage, nous avons pu redécouvrir la culture africaine. Voilà. Est-ce que cette similitude ou cette ressemblance des cultures, ça fait quoi? Vous vous dites qu'au fond, on est les mêmes, comme le dit Lafouine? Oui, je peux dire que ça prouve les relations qu'ont le Rwanda et le Sénégal à travers les deux présidents, parce que je me dis que nous sommes pareils par rapport à nos personnalités, par rapport à nos comportements, par rapport à nos façons de parler. Mais aussi, on n'est pas loin par rapport à nos façons de nous habiller. Donc, on est presque les mêmes. Et pour la visite au Palais Royal, ce qui m'a le plus marqué, c'est le respect des uns et des autres. Hein, c'est le respect des uns et des autres. Les femmes respectaient les hommes. Et les hommes aussi respectaient les femmes, c'était une réciprocité. Je pense que c'est très très important pour cela. Et dans le cadre de cette visite aussi, j'ai été émerveillé par le chanteur, le Fulani, hein, oui, ça, le Fulani, qui chantait et qui était en train de... Le Fulani du Rwanda. qui était en train de chanter. Et je pense que Philippe, notre caméraman, aime bien cette chanson. Et il va me le chanter peut-être à la fin. Mais c'était spectaculaire. Et je pense que toucher les vaches qui ne servaient pas à manger ou
Voilà, c'était juste pour des défilés et tout, c'était sacré. Je pense que le Rwanda est à féliciter par rapport à son désir de préserver son histoire, par rapport à son désir de préserver ses patrimoines. Et puis après Nyanza, vous avez poursuivi votre chemin vers l'ouest, dans la forêt de Nyungwe. Oui. Ça, c'était l'expérience de ma vie. Ah oui. Ah ouais, ben c'était franchement, il y a eu des glissades, il y a eu beaucoup de choses. Chutes aussi. Des chutes. Personne qui est tombé. Non, c'était une belle expérience. Parce que nous, on est... Il n'y a pas eu de casse, j'espère. Non. non, c'était une belle expérience, honnêtement. Puisque venant justement de l'ouest de l'Afrique, où les terrains sont très plats, là, on fait face à un terrain qui est très, je dirais... sinueux. Oui, ça tourne à gauche, à droite, ça descend, ça glisse. C'est la vie sauvage, quoi. Bah oui, la vie sauvage. Vous êtes en contact avec la nature. Mais vraiment, c'est vraiment... c'était réel. C'était vraiment le film de Je revivais Indiana Jones. Ou Tarzan. Ah oui, ou Tarzan. Ah oui, c'est vrai, on est même passé dans le... Comment ça s'appelle d'ailleurs Le Canopy Walk. Le Canopy Walk, voilà, le Canopy Walk. Et ça, c'était l'expérience, le Canopy Walk. Ah oui. Oui, ça, je le voyais à la télé et là, je l'ai vécu. D'ailleurs, pour de vrai. Ça fait quoi, la hauteur? Moi, j'aime la hauteur. T'aimes la hauteur? Ah oui, j'aime les sensations fortes. Et là, c'était vraiment une des plus belles expériences de ma vie. Ah oui, mais demandez-le, moi, je ne les attendais pas. Non, c'est vraiment, je dis, le Rwanda, c'est vraiment un pays qui a réveillé beaucoup de choses en moi. Que ce soit du côté de ma personnalité, je me suis découvert en fait. Et même de savoir que mon peuple aussi, quelque part, on est passé par là, ou peut-être même qu'on vient de là. Et comme je vous disais tout à l'heure, je me fonds bien dans la masse et j'ai compris pourquoi. et là, c'est vrai, c'est des choses, j'ai l'impression en fait qu'il n'y a pas de frontières. Je suis passée du Sénégal à venir, j'ai marché, je sais pas, j'ai cette sensation de m'être juste transposée et je suis bien. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment un pays où je pourrais vivre tranquillement. Oui, j'ai l'impression qu'il y a cette proximité naturelle avec les gens d'ici. Vous êtes pas resté que dans les hôtels, vous êtes allé en contact avec la nature. Est-ce que aujourd'hui, j'aimerais savoir aussi, c'est aussi important peut-être, non pas seulement dans le cadre du tourisme, que l'homme reste en contact avec la nature. C'est important. Qu'est-ce qu'on doit aller chercher dans la nature en même temps? La sensation qu'on a en fait dès qu'on passe quelque temps en contact avec la nature. Moi je pense qu'il y a quelque chose de spirituel dans ça. Parce que comme je lui disais hier, on se sent un peu au début exposé. On se dit, nous on a des maisons, on rentre chez nous. Et dans la nature, c'est se découvrir, on est vraiment exposé. Et une chose que je voulais ajouter, c'est que j'ai remarqué le respect des Rwandais vers la nature. Quand ils voient des fourmis passer, ils s'arrêtent. Et personne ne touche quoi que ce soit de la forêt pour préserver la forêt telle qu'elle. Et moi, ça m'a vraiment appris, ça m'a conscientisé. J'ai eu une conscience écologique qui s'est réveillée. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et je voudrais vraiment transmettre cette conscience à tout être humain. Parce que comment vous avez pu préserver cette nature et que ce soit, je veux dire, c'est ce que j'appelle en fait spirituel, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment touché au plus profond de moi. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais transmettre à mes enfants, surtout. C'est le respect de cette nature et ce que ça nous apporte. Que ce soit l'eau, et je vois comment vous respectez votre nature et comment ça vous le rend aussi bien. Vous avez tout, que ce soit le thé, le café, les belles bananes, les bonnes bananes, les fruits et les légumes. Je dis que la nature nous rend au quintuple ce qu'on lui donne. Et ça, c'est vraiment une bonne leçon que j'ai bien apprise. Là, vous êtes arrivé à Rubavu, vous avez... Rubavu, vous étiez juste à la frontière avec le Congo. Oui. Je parie que vous avez suivi dans les journaux, à la télé, parler de Goma, Rwanda. Vous avez entendu toutes sortes d'histoires. Ah oui. Ça faisait quoi d'être à cet endroit précis qui revient chaque fois où...
qui est revenu si longtemps dans les médias. Dans les médias. Ah oui, c'était un moment impressionnant également et un moment important parce qu'on se rend compte que sur place, voilà, la réalité est tout autre. Voilà, nous avons vu que c'était un endroit assez bien géré, bien développé et avec voilà. Vous étiez à la frontière? Oui, nous étions à la frontière, mais au niveau des hôtels et autres. Donc, à notre arrivée, lorsque nous avons débarqué du bateau, nous avons vu que la vie était, voilà, les soirées étaient assez vivantes et que la chaleur humaine, nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'ambiance aussi dans ce coin. Fait, ouais. Voilà. C'est cosmopolite, ça accueille ouais. tout le monde là-bas, non? Ah oui. On a écouté de la bonne musique, de la notre bonne pirogue musique. déjà, on avait envie d'aller en soirée tout de suite. Carrément. C'est tout le contraste de justement, quand on regarde, quand on écoute les nouvelles et qu'on a un peu peur, on se dit, ah, c'est une zone qui est un peu compliquée. Oui. Alors quand on y est pour de vrai, moi j'avais même oublié la partie justement où on parlait de conflit. Nous c'était la musique et puis il y avait même, j'imagine, les Congolais qui venaient aussi. C'est sûr, les Congolais qui traversent. Il y a également un certain nombre de Ouest-Africains qui travaillent pour les ONG qui sont donc à Rubavu. Le fait que les pays soient ouverts aux autres, qu'est-ce qu'on a à gagner? Ah oui, on a tout à y gagner. Cette ouverture des pays est une opportunité à saisir pour chacun d'entre nous parce que le fait de déjà nous faciliter la tâche en permettant la libre circulation des personnes et des biens également, cela favorise le développement, cela pousse les gens à aller découvrir ce qui se passe, ce qui se fait également dans les autres pays. Lorsqu'on est confronté à un défi dans le domaine de l'agriculture ou dans tout autre domaine, si la solution se trouve dans l'autre pays, il va falloir tout simplement aller la chercher avec moins de difficultés qu'auparavant lorsqu'il y avait ces contraintes liées au visa et à l'inaccessibilité des pays qui ne sont pas forcément dans la même zone. Khady, vous avez été aux États-Unis d'Amérique. Déjà, j'aimerais savoir, la jeune Sénégalaise que vous étiez, allée aux États-Unis d'Amérique, déjà une partie de vos études que vous avez passées au Sénégal et vous êtes allé aux États-Unis d'Amérique. Déjà, est-ce que vous aviez l'envie de découvrir un autre monde? Est-ce que quelque part au coin de votre tête, le Sénégal était là? Vous vous êtes dit, je pars pour découvrir notre monde ou je pars pour une mission quelconque et puis revenir au pays. C'était comment déjà? Racontez-nous un peu votre expérience. Au début, je me voyais peut-être dans les grandes boîtes ou peut-être à la banque. Et quand je suis rentrée en Afrique, par l'expérience que j'ai aux États-Unis, je pouvais être entrepreneur. Parce que là-bas, on t'apprend à être, indépendant et surtout avoir sa propre idée qu'on pouvait développer. Et je me suis dit, pourquoi faire comme les autres? Qu'est-ce que je peux apporter à mon Sénégal? Parce que moi, le but n'était pas de rester aux États-Unis, c'était d'acquérir justement ces connaissances-là et de rentrer chez moi. Quand je suis rentrée chez moi, c'est là où j'ai tout compris. Je disais qu'on ne fait pas forcément bien les choses, puisqu'on est en train de copier l'Occident et on n'a pas les mêmes réalités. Donc il fallait trouver justement les moyens qui vont, si vous voulez, en parallèle avec nos propres réalités. Donc il fallait d'abord apprendre à désapprendre ce qu'on nous a appris depuis le début et trouver des solutions concrètes qui pouvaient nous faire avancer. Alors, comme vous dites, c'est bien l'ouverture de l'Afrique pour la libre circulation des biens et des personnes, mais il faudrait vraiment inciter à ces personnes de vraiment circuler. Et aussi, moi, le challenge que je trouve, c'est la logistique. C'est un problème qui est un grand challenge en Afrique. Je viens au Rwanda, je vois beaucoup de produits qui m'intéressent, notamment le café ou le thé. Au lieu d'importer le thé de la Chine, aujourd'hui, je préfère l'importer du Rwanda, qui est très bon, que j'ai eu à tester dans toutes les chambres d'hôtel que j'ai eu à visiter. Mais le problème reste que le Rwanda est un pays qui est loin du Sénégal. Et si vous voulez, le Rwandair, merci d'ailleurs, pour nous avoir permis de venir au Rwanda, ne fait plus la liaison avec Dakar. Donc si je dois importer, ça risque de me coûter plus cher que si j'importais en Chine. Donc il y a des solutions qu'il faut d'abord trouver, je pense, pour faciliter tout ce qui est libre-échange. Parce qu'on dit libre-échange, mais dans ce libre,
Je veux dire, il faut vraiment trouver des solutions concrètes pour nous, entrepreneurs, pour faciliter justement les échanges. Ce qui n'est pas toujours évident. Mais possible. Pas évident, mais possible, si on s'y met. Parce que je pense qu'il est d'abord question de trouver le problème et ensuite trouver des solutions. Donc le problème, je l'ai posé et je pense qu'à partir de maintenant, on peut commencer déjà à travers nos ambassades à chercher une solution. Parce que je dis, on a tout intérêt à faire des échanges entre nous que d'aller importer ailleurs dans un autre continent. Si on veut développer l'Afrique, il faut qu'on puisse travailler entre nous. Donc je pense que le problème en Afrique, ce n'est pas les solutions, c'est plus se mettre la main sur le problème. À vous, Monsieur Wade, est-ce que déjà il y a le système éducatif, c'est vrai, on veut changer les choses, c'est vrai, l'Afrique évolue, mais est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour être au rendez-vous? Est-ce que déjà le système éducatif, là je parle encore du passé colonial, est-ce que c'est un système qui nous a permis de pouvoir avancer, de pouvoir apporter ou recevoir de nos patrons ou des gens de qui nous dépendons? Aujourd'hui, dès le bas âge, on nous apprend à faire des choses, à passer des examens, à avoir les diplômes pour ensuite aller déposer des CV. Je pense que aujourd'hui, nous sommes au temps de l'entrepreneuriat. Et je pense que même ici, dans le système éducatif, le président a intégré l'entrepreneuriat parmi les filières. Et c'est ce qu'on est en train aussi d'essayer de faire au Sénégal avec la délégation rapide des jeunes et des femmes par rapport à l'entrepreneuriat, à l'ADER. Mais je pense qu'il y a toujours des choses à faire parce qu'aujourd'hui, comme l'a si bien dit Khady, nous sommes au temps de la mondialisation et les pays africains doivent s'unir. Peut-être on a un problème aussi par rapport aux monnaies, on n'a pas une monnaie commune, mais je pense que ça peut être réglé vu les relations qu'ont nos présidents. Je pense qu'on pourrait voir comment avoir une monnaie commune ou bien faciliter la libre circulation, mais aussi diversifier nos activités. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'élevage, mais surtout aussi par rapport au secteur numérique. Je pense que ça se développe bien ici au Rwanda, vu que vous avez déjà créé votre propre marque de téléphone qui est Marathon. Et je pense que ça, c'est déjà bien. Donc pour tous les autres pays africains, les jeunes qui s'y mettent dans le secteur numérique, dans le secteur du digital, dans le secteur de la technologie, nous devons les accompagner, les financer, les aider à avoir leur propre marque et à développer leur business. Donc nous allons essayer aujourd'hui arriver au Sénégal, donc nous allons tout faire pour aider ces jeunes-là, vu tout ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que nous sommes plutôt dans l'incubation et dans la formation, mais nous allons aller vers la pratique. Et je pense qu'avec Khady et Cécile, et avec toutes nos expériences que nous avons déjà acquises ici, nous allons pouvoir faire quelque chose par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal. Tout simplement le développement dans plusieurs domaines qui est perçu de l'ouest à l'est. Voilà, nous sommes dans une Afrique qui est assez diversifiée et vaste. Et étant de l'autre côté, nous ne savons pas forcément ce qui se fait à l'est. Voilà, donc cette expérience avec le Rwanda déjà m'a permis de découvrir, de savoir qu'il y avait une forte avancée au niveau des technologies, comme il l'a si bien dit, et dans plusieurs autres domaines. Et c'est ce qui se fait également dans tous les pays de l'Afrique de l'Est. Et je voudrais aller à la découverte de ces innovations qui sont tout simplement époustouflantes et que l'on pourrait retransmettre au niveau de nos pays. Alors, à tous les trois, je vais poser une question. C'est vrai, c'est une question polémique. On a, par rapport à notre passé colonial, on a toujours tendance à faire une certaine comparaison entre les pays francophones et les pays anglophones. Pour vous, quelles sont la grande ou
les grandes différences entre le D par rapport à ce passé colonial. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut facilement remarquer l'héritage colonial dans les pays francophones et l'héritage colonial dans les pays anglophones? C'est quoi la différence aujourd'hui, selon vous? À mon humble avis, je pense que c'est l'autonomie qui est différente. Les pays qui ont été colonisés par les francophones ne sont pas autonomes. On leur apprend à servir et pas à se servir. C'est ça la différence. Et justement, moi, j'ai changé de mentalité quand je suis allée aux États-Unis parce que là, j'ai appris à me servir moi. C'est-à-dire à connaître ma capacité et à savoir ce que je peux en faire. Pas à travailler ou à être l'employé de quelqu'un. Quand je suis rentrée, je ne suis pas venue pour... Je voulais juste rentrer dans le système, c'est-à-dire connaître comment les choses, savoir comment les choses se font. Donc travailler pour une boîte pendant quelques années pour acquérir de l'expérience, mais je savais que je n'allais pas y rester. Par contre, ceux qui sont dans le système français ne pouvaient pas comprendre que je laisse un boulot qui est bien payé, avec de l'assurance ou quoi que ce soit, pour aller à l'aventure. C'est ce qu'ils appelaient l'aventure. Mais moi, j'avais une vision claire des choses, parce que justement, on m'avait déjà appris à être autonome. Et j'avais cette vision qui était claire, parce que ça s'était fait. J'ai vu les choses se faire. Mais ça, c'était aux États-Unis. Et j'ai vu que les choses se font en Afrique maintenant. Maintenant, je me dis, je suis africaine, je vais vers le Rwanda, où les entrepreneurs ont réussi les défis. C'est là-bas où il faut aller et voir en fait ce qu'ils ont de plus, justement. Et ce plus, j'en ai besoin pour moi, pour justement développer quelque chose. Et c'est pour avoir, parce que là, il ne manque pas d'exemples de réussite. On voudrait ces exemples de réussite-là, pour inciter les jeunes à suivre ce pas et se dire qu'on va se défaire de ce que nos papas faisaient, être fiers d'être directeurs de ceci ou de cela. Nous, on veut être des chefs d'entreprise pour créer de l'emploi et pour que nos petits frères et petites sœurs aussi suivent et que tout le monde puisse créer son entreprise. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ouvrir son esprit et pas vouloir servir. Parce que je me disais que les Européens voulaient en fait des ouvriers. Et ils ont réussi. Des ouvriers dans le sens où ils créent de l'emploi, mais c'était vers eux. Maintenant, c'est une Afrique, il faut se tourner vers nous. Donc, Cécile ? Oui, en fait, c'est ce que Khady vient de dire. Les pays francophones ont l'impression, dans ces pays-là, on a l'impression que nous devons tout le temps attendre quelque chose de la part des anciennes colonies, attendre qu'ils nous disent quoi faire, voilà, attendre qu'ils prennent des décisions à notre place. Donc, ils interviennent à chaque fois dans les événements, dans la vie sociale, dans tout ce qui se fait au niveau de nos pays. Par contre, on remarque qu'au niveau des pays anglophones, il y a ce détachement-là et ils arrivent quand même à construire des choses par eux-mêmes, faire les choses par eux-mêmes et aller de l'avant, prospérer. Nous voyons qu'il y a des résultats derrière ces actions qui sont posées par ces pays. Bon, pour moi, je me dis que s'il y a un détail aussi à souligner, c'est la langue, parce que la langue anglophone est plus ouverte au monde. Et je pense que ceux qui ont été colonisés par les Anglais, peut-être ils ont cette chance de parler l'anglais couramment et d'avoir une ouverture par rapport aux pays anglophones. Bon, personnellement, je pense que la colonisation, sur toute forme qu'elle puisse être, je me dis que ce n'est pas bien, sincèrement, parce que ça ne nous aide pas, que ce soit les pays anglophones, que ce soit les pays qui ont été colonisés par les Européens. Mais après, il faut faire une étude derrière, c'est-à-dire nous avons été colonisés et est-ce que nous ne sommes pas encore dans une autre forme de colonisation? On ne sait pas, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de dirigeants africains ne sont pas libres dans leurs décisions, ne sont pas libres dans leurs actions. Aujourd'hui, quand il y a des problèmes dans les pays qui ont été colonisés par les Français, par exemple, ce sont eux qui interviennent, ce sont eux qui donnent les ordres, ce sont eux qui organisent les élections. Et je pense que ça, ce n'est pas le bon exemple. Le bon exemple, c'est que nous prenions nos responsabilités, c'est-à-dire que nous puissions nous organiser, avoir notre propre constitution, avoir notre gouvernement à notre manière, avoir notre système de vie et notre système éducatif à notre manière pour pouvoir tendre peut-être vers l'émergence que nous avons tant décidé. En tout cas, on aura tellement de choses à dire sur le continent africain, il y a tellement de choses à dire
par rapport à l'Afrique. Je pense qu'on aura peut-être d'autres occasions pour nous revoir et puis parler davantage du continent africain et de son développement. Merci à tous les deux, comme on dit Djerejef. À tous les trois et surtout un grand merci à vous tous qui nous suivez depuis Dakar, Kigali et de par le monde, de par l'Afrique. Merci à vous tous. L'émission c'est Majuscule Propos. J'aurai tout plaisir de vous retrouver très prochainement dans notre émission Majuscule Propos. Mon nom c'est Eddy Sabiti et surtout prenez bien soin chez vous.